Grégoire Pollet, merci d'avoir accepté cette invitation à une interview par voie d'écran superposée ou latéraux et par Internet à propos de votre dernier livre en date, qui est un recueil de nouvelles chez Gallimard, évidemment, dont on a en même temps la couverture blanche, c'est Gallimard et c'est la blanche en plus. Et c'est un recueil de nouvelles. C'est la première fois que vous publiez sous forme de recueil des nouvelles, même si on peut penser que le texte que vous avez publié dans un collectif paru chez Gallimard aussi à l'occasion de l'Armistice, et qui s'appelait, je pense, Armistice, dans lequel vous évoquez quelques figures de la littérature belge comme Verhaeren et Marcel Thierry. Il y avait déjà une approche un peu du genre court dans ce texte-là. Alors, Les soucoupes volantes, qui est le titre de votre recueil, est placé sous deux exergues, celle de Maupassant et celle de Gogol. Alors, ma première question, Gogol, grand écrivain russe, qui a écrit des nouvelles qui abordaient la dimension fantastique souvent de la nouvelle. Quant à Maupassant, il appartient à un siècle où la nouvelle était un genre littéraire reconnu dans la francophonie, ce qui n'est plus le cas. Alors, première question, qu'est-ce qui vous a poussé à vous placer sous ces deux labels, je dirais? Mais vous l'avez bien compris, dans ces deux citations, le plus important, c'est le nom de leur auteur, puisque c'est vraiment une sorte de parrainage, plus que le contenu même de la citation, c'est pour rappeler au début du livre les deux auteurs, surtout Maupassant d'ailleurs, qui, dans ma jeunesse, m'ont donné, avant même toute forme d'a priori, m'ont donné de la littérature une idée de fécondité extrême. Et donc, Maupassant, ce qui est extraordinaire, ce n'est pas seulement que ces nouvelles sont très bonnes, mais c'est aussi qu'elles sont en nombre infini. Je ne m'étonne pas, moi, qu'il soit mort fou, parce que produire autant, c'est se soumettre à une tension nerveuse et probablement euphorique, bien souvent, extrême. Et donc voilà, j'ai commencé, disons, quand j'étais adolescent, à trouver que la littérature était quelque chose de tout à fait hors du commun, en lisant ou en voyant les ouvrages de Balzac d'un côté, qui me donnait cet exemple pour le roman, et de Maupassant de l'autre. Et donc pour moi, c'était vraiment les deux foyers de l'ellipse de ce que pouvait être, disons, mon panthéon littéraire. Et Gogol, ensuite, j'ai ajouté Gogol parce que d'abord, je pensais seulement mettre Maupassant, ça me semblait largement suffisant. Mais ensuite, j'ai pensé Gogol parce que ce qu'il dit en une phrase, dans cette petite phrase-là, ça résume un petit peu l'art de la nouvelle, justement. C'est de dire aujourd'hui, j'ai oublié la phrase Alors, exacte. c'est une aventure extraordinaire est arrivée aujourd'hui. Voilà. On a tout, en fait. On a tout avec Ouais. ça. Et on constate qu'avec une phrase, c'est à la fois un apéritif, on veut absolument savoir de quoi il s'agissait, on sait que c'est aujourd'hui, on sait donc que c'est très proche de nous, et enfin, c'est pas à vous que je dois l'apprendre, vous êtes vous-même un grand auteur de nouvelles, et les auteurs de nouvelles savent à quel point c'est un genre précieux et jouissif, magnifique en fait, et injustement délaissé. Je pense d'ailleurs qu'il n'est pas aussi délaissé qu'on le croit. Je pense que beaucoup en écrivent, mais n'osent pas le dire. Vous voyez. Oui, oui. Mais aussi parce que les éditeurs sont relativement frileux, dans la francophonie en tout cas, enfin en France plutôt, pour recibler un peu les choses, contrairement à la littérature espagnole que vous connaissez bien puisque vous vivez en Espagne, ou à la littérature d'Amérique latine, ou à la littérature japonaise ou russe, pour revenir à Gogol. C'est la langue française qui semble avoir l'édition française qui semble avoir un dédain pour la nouvelle, peut-être en considérant que ce n'est pas un genre à part. Or, c'est un genre tout à fait autonome. Oui, c'est peut-être ça la question. C'est peut-être qu'effectivement, on considère que c'est un sous-genre du roman, alors que ce n'est pas du tout ça. C'est très particulier. Moi, je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça en France. Je pense que c'est souvent des mauvaises habitudes, en fait. Ce sont des préjugés. Et il me semble qu'à notre époque où les choses sont considérablement accélérées, la nouvelle est justement un genre qui pourrait admirablement convenir à ceux qui n'ont pas le temps de lire des grands livres et de lire des grands livres, des livres longs.
et également admirablement convenir aux différents supports, parce que l'édition a l'habitude de fonctionner par volume de 200 pages. Donc, un roman, c'est magnifique là-dedans. Une nouvelle, on est obligé d'en faire un recueil. De nos jours, les supports étant en voie de se multiplier, il y a le support électronique, le prix de l'édition aussi est devenu très différent, donc les brochures peuvent exister aussi. Je me dis que la nouvelle pourrait peut-être accompagner un renouveau également des formats d'édition et de publication et gagner alors un public qui pour l'instant en est privé. Alors, indépendamment de l'aspect éditorial, qui est toujours intéressant de souligner, peut-être pour attirer l'attention d'éditeurs sur la richesse du genre, du point de vue maintenant de l'écriture, du romancier que vous êtes, votre bibliographie compte 7 ou 8 romans, mais des romans, des longs romans très denses, très construits. Comment passe-t-on à l'écriture courte? Quel est le processus, peut-être à travers une question simple, à quel moment est-ce qu'en commençant une des nouvelles, comme les soucoupes volantes par exemple, vous avez dit, tiens, là c'est la matière d'une nouvelle et pas d'un roman? C'est une question un peu mystérieuse à laquelle j'ai du mal à répondre. C'est mon premier recueil de nouvelles, mais je n'ai jamais cessé d'écrire des choses courtes. Mes premiers textes de prose, c'était des nouvelles. C'était un recueil de nouvelles que je n'ai jamais publié, que j'ai écrit quand j'avais un peu plus de 20 ans. Et j'ai toujours continué d'écrire de temps en temps des choses courtes. Mais il se fait que... Oui. Descendre du roman, c'est-à-dire descendre d'un genre très long, où on se dit, OK, c'est bon, on doit s'enfermer dans cet univers, dans cette chambre pendant très longtemps, descendre de là pour aller dans l'espèce d'espace beaucoup plus horizontal des nouvelles, beaucoup plus distribué, beaucoup plus bref aussi, beaucoup plus nerveux, beaucoup plus rythmé. Je pense il faut vraiment, mentalement, je pense qu'on change tout à fait d'espace. J'ai pas du tout, et je n'ai jamais hésité en me disant, tiens, est-ce que là j'ai un sujet de nouvelle ou un sujet de roman? C'est parce que j'avais envie d'écrire une nouvelle, point barre, et donc je sais que je peux écrire une nouvelle presque comme j'écrirais un poème, c'est-à-dire avec une seule énergie. Pas besoin de l'écrire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et donc, très souvent, mes nouvelles partent d'une excitation très forte sur un tout petit point, qui est d'habitude le point de départ de la nouvelle. Je sens que cette excitation est très forte et donc qu'elle a en elle un potentiel d'explosion qui va avoir justement l'espace d'une nouvelle. Et alors, hop, je la poursuis jusqu'au moment où je sens que l'intensité est arrivée à son terme. Et alors, hop, ça s'arrête. Donc, il s'agit... je ne sais pas, c'est très difficile de définir. Je ne cherche pas à construire les nouvelles par opposition au roman. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Alors, en lisant le recueil, dont je rappelle le titre, Les soucoupes volantes, qui est le titre d'une des nouvelles du recueil, je me dis, je vais essayer de détricoter un peu le fil qui relie les histoires à l'intérieur des nouvelles, qui relie les personnages, qui relie les lieux. Je ne suis pas sûr d'être arrivé à identifier une ligne, je dirais, de conduite générale. Par contre, il me semble qu'il y a dans ce recueil des nouvelles qui sont proches de Maupassant, dans le Maupassant cruel, objectif, qui observe la condition humaine avec cette froideur et cet attachement social qu'on lui connaît, et de l'autre côté, l'aspect fable que l'on retrouve plus chez Gogol, mais aussi dans certaines nouvelles fantastiques de Maupassant. Alors, est-ce qu'il y a là une première, disons, une première analyse que l'on pourrait faire du recueil? Le côté fable grinçante parfois, et puis le côté observation simplement d'un destin humain qui, en général, se dilite. Oui, ce ne sont pas des homogénéités que j'ai préparées ou voulues, mais ce sont des homogénéités qui existent parce qu'il me semble que toute écriture a cette forme de consistance, cette forme de style, simplement, qui crée une unité. Et donc, cette unité, elle est... pour moi, elle est viscérale, mais elle n'est pas forcément analysée dès le départ. Mais elle est intuitivement, elle est évidente. Et je pense qu'en effet, les deux foyers des livres dont je parlais tout à l'heure avec Gogol et Maupassant, on pourrait tout à fait les adapter à la lecture que vous faites là, en disant qu'effectivement, il y a d'une part des nouvelles qui sont
orienté vers une forme de fantastique, peut-être, involontaire sans doute, mais une forme de fantastique quand même. Et d'autre part, des nouvelles qui sont plus de l'observation immédiate, voire grinçante, et parfois même humoristique, je pense. Euh, Effectivement, il y a des cohérences, c'est d'ailleurs pour ça que ça fait un recueil. J'ai écrit d'autres nouvelles que ça, mais que je n'ai pas publiées dans ce recueil parce qu'elles ne faisaient pas partie, sans doute, de cette tonalité ou de cette couleur. Oui. Quand je parlais du fantastique, je pensais par exemple, alors on va entrer dans l'une ou l'autre des nouvelles, mais c'est très compliqué parce que comme il y en a 17, je crois, il faudrait pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas lu encore le livre, reconstituer chaque fois l'histoire. Mais par exemple, dans Vision du Yéti, le narrateur est un narrateur en jeu, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des narrateurs en jeu, des narrateurs en narrateur universel. Le narrateur en jeu est en repérage dans entre Dinan et Bouillon, donc on est en Belgique, on est dans une zone un peu campagnarde, un peu russe, et le fantastique apparaît dans la mesure où il se retrouve coincé à un moment donné dans une maison et un des deux personnages, je ne sais plus si c'est le narrateur ou son compagnon, se dit mais il y a une espèce de monstre, de loup-garou, de yéti dans cette maison. C'est là où j'identifiais cette dimension gogolienne, où tout d'un coup quelque chose est perçu comme étant bizarre, même si par la suite on peut découvrir que c'est une erreur de perception. Oui, exactement. Anecdotiquement, cette nouvelle-là, je me souviens l'avoir écrite parce que dans la bibliothèque royale, j'étais tombé sur un livre de Victor Joly, qui est un écrivain que je ne connaissais pas du tout, qui est tout à fait tombé dans l'oubli du 19e siècle, et qui raconte à un moment qu'il a fait à pied le trajet de Dinan à Bouillon, et qui en profite pour raconter toute une série de légendes de type de sorcellerie, disons, qu'il y a dans les Ardennes, là-bas. Et donc, en fait, à cause de cette lecture-là, en fait, elle pénètre dans la mémoire involontaire. Et puis après, au moment de se mettre à écrire, il y a comme ça des tas de choses qui remontent. Et du coup, cette promenade de Dinan à Bouillon me paraissait sympathique. Et cette réalité mystérieuse qui est tellement palpable dès que le soir tombe dans les Ardennes s'impose dans le texte. Et sans véritablement prévoir ou anticiper l'issue, qui effectivement, comme vous dites, est assez gogolienne, puisqu'on ne saura jamais si c'est une hallucination ou si les Ardennes sont véritablement maléfiques et magiques, ou si au contraire elles sont simplement un territoire de loisirs. Donc sans véritable anticipation, voilà, le texte se fait. Oui. Alors l'autre nouvelle qui, me semble-t-il, s'apparente aussi à cette dimension du fantastique où on aborde le franchissement de la ligne entre la folie ou une forme de schizophrénie et qui est le personnage, mais aussi qu'un personnage finalement devient un autre. C'est la nouvelle qui s'intitule Au 111, 111 étant le numéro de l'immeuble à Paris où habite, que vient d'acquérir un personnage dont le nom est Samson, qui est aussi un scénariste. Il y a souvent des cinéastes ou des scénaristes dans les personnages, donc des personnages qui ont peut-être une propension à hypertrophier l'imaginaire par rapport au réel. Et là, on se retrouve aussi devant une situation où ce personnage de Samson achète un appartement à Paris, au 3e étage, et voit sur le trottoir dans la rue une dame qui est là tout le temps et qui regarde. Et finalement, on se rend compte que cette dame croit voir l'ancien propriétaire de l'appartement qui s'est suicidé, et le nouveau propriétaire se dit mais je suis en train de devenir peut-être ce personnage, je suis vu comme étant ce personnage, mais qui suis-je vraiment? Dans tous ces troubles d'identité, j'ai toujours été frappé par ce que j'écrivais moi-même, c'est-à-dire que surtout dans ces nouvelles-là, depuis quelque temps, j'ai cherché à écrire vite et beaucoup, à être dans une sorte d'écriture permanente, disons, ou de tentative de fécondité permanente pour justement déjouer la plupart des calculs qu'on peut avoir quand on se met à écrire et pour laisser apparaître les thématiques que je n'avais pas prévues. Donc, il y a non pas une écriture automatique, puisqu'il s'agit au contraire de textes qui sont au total tout à fait construits, bien sûr, mais c'est aussi pour ça que ce sont des nouvelles que j'écris après avoir écrit 7 romans qui, effectivement, sont très construits, etc., etc. Donc, après avoir acquis finalement une forme de technique satisfaisante, j'ai pu
ici m'abandonner, entre guillemets, à l'impulsion, disons, de l'écriture, à courir après mes mots, et peut-être pour voir justement en fin de compte quelles étaient la nature réelle de mes obsessions, de mes interrogations. Et c'est pourquoi, à mon avis, on va retrouver beaucoup de fois dans plusieurs nouvelles ce fantastique que vous identifiez parfaitement en disant qu'il s'agit d'un fantastique d'identité. Est-ce lui, est-ce pas lui? Est-il là, n'est-il pas là? Cette présence-absence, et qui est presque toujours relié dans ce que je constate moi-même, disons, en me lisant comme si je m'analysais moi-même, presque toujours lié à certaines expériences esthétiques belges. C'est-à-dire que ça me ramène presque à chaque fois à des expériences ou à des sensations musicales, oui, et à des sensations esthétiques de type pictural, et à des tableaux auxquels je pense très clairement. Par exemple, les tableaux symbolistes belges, Knopf, etc., et à la musique symboliste également, du style votre première nouvelle, le personnage central écoute Eugène Ysaÿe, voilà. Et c'est la musique de Eugène Ysaÿe qui provoque chez lui la création d'un univers qui n'existe pas. Et c'est peut-être pour ça que j'ai mis cette nouvelle en premier. Pourtant, ce n'est pas la plus facile, peut-être, mais je l'ai mise en premier, peut-être parce que justement, c'est elle qui touche peut-être au plus profond. C'est cette étrange expérience que j'ai dû faire sans doute vers, je sais pas, 18-20 ans, une expérience esthétique particulière avec la peinture symboliste belge, en particulier Knopf, et la musique, en particulier celle d'Ysaÿe, mais aussi celle de Vieuxtemps. Et qui probablement a dû toucher dans mon cœur certaines choses très profondes et qui sont un peu au-delà de la mort, ou un peu juste sur la transparence de la mort, et qui fait que dans plusieurs de ces nouvelles, finalement, sous le couvert d'une forme de légèreté, voire même d'improvisation, le sujet qui est presque tout le temps là, c'est celui de la mort, c'est celui du tout près de la mort, de la présence vraiment dans la transparence de la mort, sous le côté volontairement et souvent léger et joyeux que je veux donner à ça, parce que c'est dans mon caractère aussi. Oui, oui. Vous disiez que vous aviez choisi de mettre la nouvelle dont le titre m'échappe maintenant, mais sur laquelle on trouve Ysaÿe, dans lequel on trouve le musicien Ysaÿe comme disons, déclencheur central de l'histoire. Comment est-ce que vous avez fait pour mettre en place les nouvelles, pour choisir l'ordre? Les soucoupes volantes qui donnent le titre est au centre du recueil, si je me souviens bien, et les autres nouvelles sont organisées comment? Comment vous avez organisé cela? Eh bien, je crois que je me suis inspiré de la fleuriste qui fait mes bouquets au coin de la rue, c'est-à-dire avec une sorte d'intuition rapide. Elle fait toujours ses bouquets très vite en disant « ma première idée est la meilleure ». Et ces bouquets sont très beaux. Et alors, la seule chose qui était certaine, c'est que les soucoupes volantes, qui est la nouvelle la plus longue, je ne voulais pas la mettre au début parce que ça allait fausser le rythme. On ne peut pas commencer par une longue et puis après des plus courtes. En plus, il fallait créer un petit effet quand même de suspense ou de plaisir. Si on annonce dans le titre, il faut la donner pas trop tôt ni trop tard. Donc, les soucoupes volantes, je savais que je ne la mettais pas au début. Après, pour le reste, j'ai suivi vraiment l'intuition la plus immédiate et peut-être qu'au total, j'ai dû respecter une alternance d'ambiance. Je pense qu'on passe d'une ambiance mystérieuse à une ambiance grinçante ou joyeuse. Moi, j'ai tendance à les trouver joyeuses, les nouvelles que j'ai vues par la suite que plusieurs personnes disaient qu'elles étaient grinçantes. Et c'est vrai qu'à vrai dire, elles sont grinçantes. Mais moi, je les voyais plutôt comme gaies. Donc le lecteur réécrit les livres, hein, comme vous le savez bien. Donc, Absolument, oui. J'ai l'habitude de dire que le lecteur et l'auteur font le même trajet, mais dans le sens inverse. C'est comme si vous écrivez le trajet de Paris à Bruxelles ou le trajet de Bruxelles à Paris. Vous avez fait le même trajet, mais vous n'avez pas vu le même paysage. Donc, c'est un peu ça.
Alors peut-être, donc on a bien compris que c'était votre fleuriste qui vous avait inspiré l'ordonnancement spontané des nouvelles. Alors revenons peut-être à deux ou trois nouvelles que j'aimerais évoquer avec vous, qui sont plus dans l'ordre de ce que moi je trouvais effectivement grinçant, mais aussi, comment dirais-je, microscopiquement branché sur du réel cruel. Alors je vais prendre un exemple qui est celle de l'ours Posor, où on voit là une histoire d'amour exceptionnelle entre un homme et un ours, amour exceptionnel qui va jusqu'au sacrifice chez l'homme qui était propriétaire de cet ours, qu'il a acquis à l'âge où il était un ourson et qui devient effectivement un ours monstrueux, sauvage et retour à l'état naturel, et qui donc tue une série de personnes. Le propriétaire de cet ours qui s'appelle Skur décide de se dénoncer lui et de dire que c'est lui qui a tué les personnes tuées par l'ours. Il passe 30 ans en prison par amour pour cet ours. Alors là, qu'est-ce que ça dit de Grégoire Pollet? Eh bien, ça dit quelque chose du chauffagiste de mes parents. Parce que quand j'étais petit, cette histoire s'est à peu près réellement produite. C'est-à-dire que c'est une histoire. Moi, j'étais tellement petit qu'on me l'a raconté et c'est presque un mythe. Mais c'était le chauffagiste de mes parents qui, un jour, les avait dépannés et ne leur demandait jamais rien. Et ce monsieur avait également dépanné un cirque. Et en échange de ce service qu'il avait rendu, il avait demandé, pour tout salaire, non pas un ours comme dans la nouvelle, mais un lionceau. Ah, oui. Et ce lionceau, c'était à Jean-Blou, près de l'endroit où j'habitais. J'habitais pas Jean-Blou, j'habitais à côté. Mais ce monsieur habitait Jean-Blou. Et on m'a toujours raconté, alors est-ce un mythe, est-ce une histoire vraiment réelle, je ne le saurais jamais, que ce lion donc a grandi, une amitié intense le liait à son propriétaire chauffagiste, au point bien sûr que la femme de ce chauffagiste a mis les bouts, et que le bras du facteur en a pris un coup. Du coup, l'homme a été, par force de police, privé de son compagnon animal. Et le compagnon animal s'est retrouvé à Plankendal, qui était la réserve du zoo La d'Anvers. réserve du zoo d'Anvers. Voilà. Donc, et où cet homme allait voir son lion de temps en temps. Il en avait l'autorisation, on lui ouvrait l'enclos où personne ne pouvait rentrer, et lui alors allait faire des gros câlins à son lion. Je ne sais pas à quel point cette histoire est affabulée par moi-même, par l'agrandissement de l'enfance, mais ce qui m'a paru intéressant, c'était de me dire, de voir que mon écriture, disons presque spontanée, comme ça, sauvage sur le papier, allait rechercher cette histoire à laquelle je ne pensais plus guère, plus du tout même. Pourquoi cette petite histoire-là vient me chercher si profondément? Alors, je la retranscris parce que j'étais à l'époque en Slovaquie, et c'est pour ça que l'histoire se passe en Slovaquie et que ce n'est plus un lion, mais un ours. Parce que voilà, on était à Kozice, exactement à l'endroit où se passe la nouvelle, donc c'est toujours très lié, disons, aux circonstances d'écriture. Et donc voilà, et donc cette histoire qui est amenée, à mon avis, un mythe universel de l'amour profond entre l'homme et la bête sauvage. Ce mythe universel me touche quand je suis enfant et 20-30 ans plus tard, au moment où j'y pense le moins, ressurgit sauvagement sur le papier. Et je fais une confiance totale dans la sauvagerie de l'inspiration. À partir du moment où elle me saisit moi-même, je suis persuadé qu'elle pourra saisir quelqu'un aussi. Mais c'est intéressant d'entendre l'histoire vraie, enfin l'histoire telle qu'elle vous a été racontée enfant, et ce que Grégoire Pollet, romancier adulte, en fait, c'est-à-dire en accentuant beaucoup, un grand nombre de ces éléments. Ce n'est pas une simple blessure au facteur que provoque l'animal sauvage, c'est carrément tuer deux ou trois personnes, je ne sais plus, et ce n'est pas une visite au zoo dans lequel on a placé l'animal, mais c'est 30 ans de prison que s'inflige le chauffagiste en question, puisqu'effectivement, il est aussi chauffagiste. Donc, il y a eu une sorte de grossissement par l'écrivain adulte de cette histoire qui était dans son disque dur depuis l'enfance. Et je pense qu'il y a aussi une contamination avec Blaise Cendrars, parce qu'il me semble que dans un texte, c'est peut-être dans L'homme foudroyé ou quelque chose comme ça, quand c'est dans les écrits autobiographiques, il y a tout un passage, si je me souviens bien, où il évoque justement des gitans qui vivent avec un ours. Ce sont des montreurs d'ours, mais ils vivent avec cet ours. Et je pense que ces choses-là ont dû fusionner
dans cette mémoire involontaire qui est en fait le génial laboratoire de toutes les histoires qu'on invente. Oui, en plus, en citant Sandrin qui a réécrit sa vie en l'écrivant de telle manière qu'il est impossible d'identifier ce qui a effectivement été vécu et ce qui a été purement fantasmé, imaginé pour faire rêver. C'est un peu ça aussi le passage des histoires d'enfance à l'histoire racontée par la suite par un adulte. Absolument. Absolument. Alors, il y a un autre auteur que j'aimerais peut-être qu'on évoque, parce que comme vous parlez de Sandrin, pour les soucoupes volantes, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à un autre auteur qu'on n'a pas cité, qui est Italo Calvino, pour cette histoire de soucoupe volante où un des personnages passe son temps sur le toit à faire des signes avec un drapeau à on ne sait qui, et c'est ce qu'observe le narrateur qui lui quitte sa maison à Paris, est un homme qui a pris sa retraite et qui achète aussi une maison dans un pays de l'Est où les prix sont beaucoup moins chers et se retrouve finalement piégé par ce fou qui monte sur les toits, et finalement toute la vie de ce retraité qui pensait avoir une retraite paisible en faisant une bonne affaire financière, finalement est complètement saccagée par des prétendues soucoupes volantes. Et là, on mêle les deux, on mêle l'approche de la fragilité de l'être humain et du fantastique, du faux fantastique qui survient. Cette nouvelle-là, effectivement, est probablement la jonction des nouvelles grinçantes et des nouvelles fantastiques, où nous avons la collision presque inconciliable de deux personnes qui, en regardant le ciel, voient deux choses opposées. L'un, il voit des soucoupes volantes, et l'autre, en regardant le même ciel au même moment, ne les voit pas. Ce qui est probablement une bonne définition du fantastique. Et qui est aussi une bonne définition probablement de la situation que nous vivons beaucoup aujourd'hui, à savoir celle où, dans une même situation de réalité, nous avons des différents citoyens qui ont une interprétation radicalement opposée et inconciliable. Et donc, il y a dans cette nouvelle, je pense, quelque chose qui résonne douloureusement avec notre situation actuelle, avec cette situation peut-être même générée par le monde virtuel, par les réseaux sociaux, c'est-à-dire le monde de l'opinion, et où finalement, entre le réel et les opinions différentes qu'il interprète ou qu'il analyse, les relations sont rompues. Et donc, je pense que cette nouvelle est, sans le vouloir, une allégorie, entre guillemets, de notre situation par rapport au réel aujourd'hui, et du danger même que cela comporte pour le vivre ensemble et la démocratie, tout en restant une nouvelle, disons, sans doute un peu grinçante, parce qu'on s'y moque quand même un tout petit peu. Enfin, on ne s'y moque pas, mais disons qu'on voit la fragilité de ce que, ou la présomption, voilà, de ce que quelqu'un qui a un petit peu de pouvoir financier se dit: je vais aller acheter 20 hectares en Serbie, je vais être un grand seigneur. Voilà, ça va être magnifique, je vais vivre tranquillement de mon miel et de mon potager. Et puis après, il y a en fait la réalité douloureuse de la Serbie avec toutes les traces de la guerre qui font qu'il ne suffit pas de s'acheter un petit paradis. Les petits paradis sont toujours voisins d'une forme d'enfer. Et il n'y a aucun bonheur qui n'ait pas pour voisin quelque chose qui le contredit. Et donc, il y a ce côté grinçant, disons, vient se mettre là aussi, puisque finalement, JP, le personnage, déchantera et pliera bagage, tout en ayant par la même occasion constaté que sa fille, quant à elle, a une perception du réel totalement différente de la sienne. Donc oui, c'est une nouvelle probablement où toutes les thématiques du recueil viennent se croiser. Alors, il y en a peut-être une dernière que j'aimerais évoquer qui s'intitule Niklaus outrageant, qui fait partie pour moi de ces nouvelles grinçantes ou à dimension sociale, notamment par le portrait du personnage au départ qui est un souffre-douleur qui accepte d'être martyrisé en quelque sorte par ses collègues d'une chaîne de grands magasins en Autriche alors qu'il est immigré de Roumanie. Et on a là un portrait qui est très à la Maupassant, je dirais, d'une figure de victime qui décide à un moment donné que c'en est assez, avec l'aide de sa mère d'ailleurs, et qui décide de se venger. Là, c'est une observation très, non pas cruelle, mais très, très objective de ce qu'une personnalité peut être transformée par la méchanceté de son environnement.
Oui, oui, ça c'est une nouvelle qui est assez douloureuse à mon avis, bien qu'elle elle se termine finalement pas si mal, Oui, euh, puisque voilà, la vengeance se déroule de manière tout à fait inattendue. Euh, mais, mais effectivement, ce personnage m'était fort cher parce que ce sont des personnages qui sont très humains parce qu'ils sont attaqués par l'espèce de méchanceté purement gratuite. C'est la méchanceté la plus frappante, c'est celle qui est gratuite, évidemment. Celle qui sert un but, on peut la voir comme une forme d'agressivité, de violence ou de conquête, mais la méchanceté gratuite. et qui ici est grégaire en plus. C'est le groupe qui s'attaque à une victime. Oui, oui, alors ça, c'est terrible. Ça, c'est vraiment terrible. Et c'est probablement de nouveau, comme je vous disais, aucune de ces nouvelles n'est préméditée de ma part. Il s'agissait à chaque fois de, et je continue toujours comme ça d'ailleurs, hein, c'est pas nouveau. Il s'agit toujours de déjouer ce que je voudrais dire pour voir dans le fond, ce que la littérature voulait que je dise, ce que le ça voulait faire émerger. Et cette figure de souffre-douleur, cette figure de harcelé, hein, grand sujet aussi d'aujourd'hui, recoupe un petit peu, mais en version adulte, la figure de l'enfant abandonné que j'ai développé dans un petit roman il y a quelques années qui s'appelait Chucho. Oui, oui. Et je pense que de nouveau, ça fait partie de ces quelques dominantes, on va dire, de ma petite musique intérieure. Oui, cette sympathie ou cette identification peut-être aussi euh, à la personne humiliée et vengée dans la Oui, oui, littérature oui, au moins. voilà. Voilà. Il y a un côté Monte Cristo aussi dans cette histoire. Très bien. Grégoire Pollet, on pourrait vous écouter pendant des heures, c'est un plaisir, de même que de vous lire, de découvrir maintenant votre travail de nouvelliste après 7 romans. C'était un vrai bonheur de lire ces nouvelles, d'entrer dans ces 17 univers et dans ces 17 personnages que vous faites vivre avec un art consommé du sensible, de la narration, de l'ironie parfois aussi, de la cruauté, du fantastique. C'est vraiment un vrai bonheur de lecture et je recommande à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent et qui nous regardent de tout arrêter et de se précipiter dans les librairies ouvertes pour se plonger dans la lecture de vos soucoupes volantes. Merci Grégoire Pollet. Merci beaucoup, Jean Joniot.